Chedez, je suis ingénieure formatrice au CTIFL et ravie de vous présenter aujourd'hui cette formation sur les fruits et légumes bio avec le soutien de l'Union européenne. En préambule, je vous propose déjà quelques données chiffrées sur les fruits et légumes bio en termes de surface, d'évolution et d'approvisionnement. En France, on constate depuis une dizaine d'années une croissance vraiment continue, que ce soit en légumes ou en fruits. En légumes, nous atteignons à l'heure actuelle, les derniers chiffres transmis par l'agence bio pour 2021 donnent 48 920 hectares et en fruits, plus de 63 100 hectares. Il s'agit de fruits et légumes, des surfaces concernant les fruits et légumes, d'une part bio, mais aussi les produits en conversion. La consommation des fruits et légumes bio, elle aussi, tout circuit de commercialisation est croissante. Alors, à noter quand même un léger affaiblissement en 2021, sachant que 2020 avait été une année exceptionnelle dans le contexte de la crise Covid. On constate qu'en légumes, l'approvisionnement est français à hauteur de 80%. Ensuite viennent les autres pays de l'Union européenne et une très faible part revient aux pays tiers. En revanche, pour les fruits, c'est un petit peu plus équilibré entre origine France et origine pays tiers, évidemment compte tenu de certains produits exotiques bio. En ce qui concerne les grands principes de l'agriculture biologique, eh bien déjà, il y a le fait que des contrôles sont effectués à tous les stades, de la semence à l'assiette, le fait qu'ils cherchent à favoriser les filières et les circuits courts, et l'idée aussi d'utiliser les ressources de l'écosystème. Donc cette agriculture bio repose sur des obligations de moyens, avec certains points autorisés, d'autres interdits, et tout cela est explicité dans un autre chapitre que je vous invite à visionner. Les règles de production biologique générale sont déjà basées sur le fait qu'il y ait une liste limitative de produits et substances autorisées. Par ailleurs, il y a interdiction de rayonnement ionisant dans le traitement des denrées. Et bien sûr, ce qui est un fondamental dans l'agriculture biologique, interdiction d'utilisation d'OGM et de tout produit obtenu à partir d'OGM. Alors pour illustrer les choses de façon un petit peu plus précise, en agriculture biologique et en fruits et légumes en particulier, il peut y avoir mixité, c'est-à-dire mixité de produits bio et non bio sur une même exploitation, à condition, bien évidemment, qu'il s'agisse de variétés très distinctes et notamment qui puissent être facilement distinguées. À titre d'exemple, pêche blanche, pêche jaune, voilà, il n'y a pas de confusion possible. L'une peut être bio et l'autre pas. La culture peut être en plein champ ou culture sous serre. Et on peut noter aussi qu'en agriculture biologique, dans le domaine fruits et légumes, il y a des variétés particulièrement résistantes aux nuisibles qui sont utilisées. Par exemple, dans le domaine des pommes, il y a la pomme choupette, que vous connaissez certainement, ou Juliette, qui sont des variétés résistantes à certaines maladies. Bien sûr, là encore, utilisation de mesures préventives. L'objectif est de protéger les prédateurs naturels des nuisibles avec l'utilisation d'auxiliaires de lutte biologique. Je me permets de revenir sur la production biologique et le fait qu'il y ait utilisation de substances chimiques. En production végétale, par exemple, il y a différents types de substances chimiques. Il peut s'agir bien évidemment des pesticides, mais aussi des engrais, éventuellement des additifs alimentaires et puis aussi des produits de nettoyage utilisés dans les exploitations ou dans les entreprises agricoles. Eh bien, si on voit le cas des pesticides, contrairement à ce que l'on entend parfois dire, il existe certains pesticides qui sont autorisés en agriculture biologique. Le pesticide, il faut bien distinguer deux types de grandes familles, on va dire. Les pesticides d'origine naturelle, d'une part, qui soient d'origine minérale ou organique, et les pesticides de synthèse, et donc fabriqués par l'homme, ne pouvant pas être produits dans la nature. Pour être autorisé en agriculture biologique, il faut d'une part que le pesticide soit autorisé au niveau européen, ça c'est une exigence de base dans les produits phyto, et d'autre part qu'il soit inscrit de façon très précise dans le règlement européen qui liste les produits et substances autorisés en agriculture biologique. Donc en production, quelques exemples de ce qui est autorisé. On retrouve donc les engrais, les amendements,
Les produits phyto dont on vient de parler, qui sont inscrits sur la liste positive, par exemple les composés de cuivre, la bouillie bordelaise est bien connue. Les pratiques telles que l'irrigation sont tout à fait possibles. Le forçage des endives en bac est autorisé en agriculture biologique à condition que le terreau soit lui-même biologique. De même, la production de champignons sur substrat est tout à fait possible. En après-récolte, quelques autres exemples de ce qui est autorisé. Le recours, par exemple, au CO2 pour conserver, je pense aux pommes ou aux poires, pour conserver dans la durée ces produits-là. C'est ce que l'on appelle l'atmosphère contrôlée. Donc ça, c'est autorisé en agriculture biologique. L'utilisation de l'éthylène, qui sert au déverdissage des agrumes ou des bananes. Là encore, c'est une pratique autorisée. De même que le traitement avec des huiles essentielles végétales, comme l'huile de menthe par exemple, en traitement antigerminatif sur pommes de terre, tout cela, ce sont des pratiques autorisées. En revanche, et à contrario, en production, jamais en bio on ne trouvera d'hydroponie, c'est-à-dire de culture hors sol, puisque par définition même, l'agriculture bio se veut liée au sol, et donc pour les fruits et légumes de la culture dans le sol. Les engrais minéraux azotés sont à proscrire et les engrais ou amendements, produits phyto qui n'apparaissent pas sur la liste positive, eux aussi sont à proscrire. En après-récolte, que l'on peut encore appeler post-récolte, le rayonnement ionisant pour avoir une action antigerminative sur bulbe par exemple est interdite. Les plaquettes de soufre pour prolonger la durée de vie des raisins, par exemple, un raisin de longue conservation, là encore est interdite. Dans la RHD, la loi Egalim demande depuis le 1er janvier 2022 qu'il y ait 20% de produits bio. Alors cette expression-là est à entendre au sens produits bio, au sens du règlement européen sur l'agriculture biologique, et aussi produits en conversion vers l'agriculture biologique. C'était quand même important de préciser ce que demande la loi Egalim, tout cela étant un petit peu plus explicite dans un autre module de formation. Alors, la qualité des fruits et légumes bio en RHD, quelle est-elle? Déjà, un point très important est le fait que le produit bio doit répondre aux mêmes caractéristiques commerciales que les produits conventionnels. La qualité saine, loyale et marchande est requise, et cela signifie en fait que le produit, les fruits et légumes, doivent être intacts, sains, propres, sans altération de la pulpe due à des parasites. Et ça, c'est vraiment le fondamental. Aucun fruit et légumes, même bio, ne peut déroger à ces règles de base de qualité des fruits et légumes. Certains fruits et légumes bio peuvent bénéficier d'une catégorie de qualité. Pour un certain nombre de produits, ces catégories sont obligatoires et vous connaissez certainement les catégories extra 1, 2 qui répondent à des exigences réglementaires, la catégorie extra correspondant aux produits qui n'ont quasiment pas de défauts, la catégorie 1 des produits qui présentent de légers défauts et la catégorie 2 présentant des défauts plus marqués. Alors quand on parle de défauts dans ce sens-là, il s'agit bien de défauts non évolutifs que sont les défauts de forme, les défauts d'épiderme, mais secs, et les défauts de coloration. Et c'est bien compte tenu des exigences de la réglementation bio que les fruits et légumes sont très souvent commercialisés en catégorie 2, donc avec des défauts, forme, coloration ou épiderme plus marqués, ou même en catégorie 1, s'ils présentent des défauts un petit peu plus légers. La notion de calibre s'ajoute à ces critères de qualité. Le calibre en fruits et légumes désigne la taille en fait, et le calibre est très souvent associé à la catégorie. Les exigences de calibre en catégorie 2 étant en général moins importantes que celles des catégories extra et 1. Mais en RHD, la notion de calibre est importante quand même puisque il y a des exigences par rapport à l'utilisation dans les cuisines centrales des différents fruits et légumes. Merci de votre attention, j'espère que cette formation vous a plu. N'hésitez pas surtout à visionner les autres chapitres et à tester vos connaissances sur le site www.prenezsenmainlabio.eu.